Maud, tu es CDO et membre du comité exécutif du groupe Accor. Tu es également une femme de conviction, une femme de cœur, une femme de travail, une travailleuse acharnée. Tu es passée de la SNCF à Matignon, entre autres, pour te retrouver à nouveau dans le monde de l'entreprise. Et tu as accepté ce rendez-vous pour nous parler des multiples intelligences. Donc on revient sur la multiplicité des intelligences. Et j'avais quelques questions à ce sujet. Riche de ton parcours, tu as rencontré des hommes de pouvoir, des hommes et des femmes de pouvoir, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise. Bon, j'ai pas besoin de noms, hein. Je ne vais pas te piéger sur des noms. Peut-être sur des faits ou des intelligences exceptionnelles. Est-ce que tu as des intelligences qui t'ont marqué ou qui t'ont inspiré, lesquelles peut-être en particulier, et est-ce que tu as des exemples sur ces différentes intelligences? D'accord. On a jusqu'à Je suis sympathique. Avec les portes vont se fermer automatiquement. Allez, 2, 3. En fait, comme j'ai un profil rebelle, en fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je savais préparer aussi un petit pitch, mais je sais qu'on ne s'est pas coordonné, mais je vais répondre à ta question d'abord. Je m'adapte. Je vais d'abord répondre à ta question. Les intelligences les plus extraordinaires que j'ai rencontrées, c'est celles qui m'ont permis en fait de m'autoriser petit à petit à être libre. C'est des gens en fait qui assumaient leurs différences. Moi, j'ai toujours été un peu l'étrangère, en fait, et je pense que c'est pas que moi, c'est un peu tout le monde. Dès lors qu'on n'est pas sur une ligne droite, on est confronté à une notion d'altérité. Donc, je dis toujours ça en riant, mais quand j'étais à l'inspection, j'ai voulu aller en gare. Les cheminots m'ont traité d'énarque à lunettes de Bercy. Des bateaux. Quand je suis arrivée à Matignon, on m'a rejetée au début en disant que j'étais la chef de gare de service et j'avais pas traîné mes lettres à moitié dépressive pendant 15 ans à Bercy dans des couloirs avec des travées de 83 cm. Puis quand je suis arrivée chez Accor, j'étais la technocrate transfuge politique, complètement incapable de bosser dans le réel. Bon, j'avais été chef de gare, mais c'est un détail de l'histoire. Et donc, j'avais pas fait 40 ans dans l'hospitalité, et donc j'étais encore étrangère. Et en fait, ça a été un vrai élément de souffrance, hein, parce qu'on n'a pas très envie d'être dans la différence, on n'a pas envie d'être rejeté, on a tous envie d'être aimé. En vrai, hein. Quand on est dirigeant, on dit non, je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour être respecté. C'est faux, hein, totalement faux. J'ai envie que mes équipes soient heureuses, s'énergisent, se transforment et qu'elles m'aiment, évidemment, parce que ça m'énergise vu le temps que je passe au travail. Et donc, les gens qui m'ont le plus marqué, Raphaël, c'est des gens qui étaient libres, en fait, qui avaient cette intelligence multiple, où ils savaient un peu échapper au code, et tout en étant très intelligents en termes rationnels, linguistiques, parce que je suis en train de lire le bouquin d'Erwan, donc je suis en train d'apprendre les 8 formes d'intelligence. Mais en fait, ils s'en foutaient. Ils étaient libres, et il y a un moment où ils laissaient aussi passer les émotions. Ils avaient une intelligence très reptilienne. J'ai été élevée aussi en partie par une grand-mère corse et sicilienne qui faisait très bien les beignets qu'on appelait des bugnes, les lasagnes à la ricotte. Et ce côté, pouvoir basculer de quelque chose de très intellectuel et puis tout d'un coup très pragmatique, être à la fois totalement capable de cranter sa position et à un moment lâcher prise pour aller vers l'autre et ouvrir la faille, parce que je pense qu'il n'y a que les êtres fêlés qui laissent passer la lumière. Ça, c'est des gens qui m'épatent. Donc c'est des gens multifacettes. Je ne sais pas comment nommer leur intelligence, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils étaient libres, et c'est très important pour nous de montrer aux gens qu'ils ont le droit d'être dans leurs différences. Sinon, en tout cas, beaucoup sur le marché du travail français, maintenant que je travaille dans une grande boîte internationale, je peux comparer plein de cultures, le marché du travail français, c'est comme le jeu pour ma petite Noémie de 5 ans maintenant, enfin, on ne s'en sert plus d'ailleurs. Vous savez, il y a un rond, il faut mettre un rond, et il y a un carré, il y a un carré, et donc parfois, j'ai l'impression que moi, on a essayé de me mettre dans le rond, là, alors que de toute évidence, c'était un trapèze. Donc moi, j'aime les gens qui cassent ça et qui ont l'intelligence de laisser les autres dans leurs différences. Après, des gens brillants, il y en a partout. Je dis toujours à mes équipes, moi, je ne suis pas là, je ne vous ai pas recruté parce que vous êtes brillants, j'en ai plein des gens intelligents. D'ailleurs, le monde déborde de gens intelligents. Je vous recrute parce que vous êtes des gens bien. Et c'est ça que je veux vous faire. Après, j'ai un pitch là, en écoutant tout le monde. D'ailleurs, je veux dire, je ne suis pas spécialiste en caribou, puisque vous êtes caribou là. J'espère que je ne serai pas trop lénifiante. Hein. Et voilà. Et le niveau était quand même assez haut, donc je prends le point.
Alors justement, te concernant plus précisément, tu as quand même identifié des forces dans ces différentes intelligences dont on a déjà parlé, hein, puisque tu as gentiment accepté de contribuer à nos travaux cette année. Je t'en remercie. Oui. Sur différentes intelligences, d'ailleurs, de façon surprenante. 31 août. C'est ça, ou le 15 si tu peux, c'est bien aussi. Avec quelle intelligence tu te sens le plus à l'aise ou... L'humour. Non, je rigole. Non, je vais vous raconter un peu moi ce que je vis chez Accor et j'ai essayé à chaque fois de tirer le trait avec l'intelligence en face. L'hospitalité, c'est une intelligence du cœur. Hein. Tous les gens, c'est comme en gare. Oui, je sais, c'est peut-être pas totalement comparable avec les cheminots, mais n'empêche, tous les cheminots que j'ai rencontrés sont des gens passionnés, en tout cas ceux qui sont sur le terrain. Quand j'ai fait mes 6 mois d'apprentissage terrain, tous les gens que j'ai rencontrés étaient plus ou moins passionnés. Il y en a qui avaient des hangars privatisés où ils collectionnaient des micelles du petit cheminot de 1804, hein, ou 1850 peut-être un peu plus tard, et ils vidaient toutes les puces. Et donc on appelait ça des ferrovipates. C'est catalogué, ça existe à la SNCF. Il y a une association de ferrovipates, c'est des gens qui ont une passion. Et après tout, dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime. Donc l'hospitalité, c'est aussi des gens autour du care, de l'attention à l'autre. Et donc, c'est des gens qui aiment les gens. Hein, quand tu as la relation client, alors après, ça peut durer un certain nombre d'années ou de décennies, ça dépend des gens que tu as en face. Mais il y a vraiment une intelligence de l'émotion, parce que ton cœur de métier, c'est l'autre. Je suis Chief Digital Officer, je passe ma vie à faire du digital, du revenu management, du data lake, du chatbot. Je peux vous assommer pendant 8 heures pour vous raconter ma stratégie digitale et technologique avec beaucoup d'aplomb. Mais au final, c'est qu'un moyen, et je travaille pour les gens. Donc, la manière dont on doit driver nos solutions doit partir de l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle, la capacité d'empathie, la capacité à se mettre, to step in the other shoes, de dire et donc, et qu'est-ce qu'il ressent, et quelle est l'expérience, ça c'est la clé. La deuxième petite intelligence, alors c'est pas catalogué, mais j'appelle ça la survie, parce que je suis dans une hospitalité, dans une industrie qui est face à un paradoxe très violent. Il n'y a pas plus traditionnel que l'hospitalité, que l'hôtellerie. Ça fait 50 ans qu'Accor existe, on l'a fêté l'année dernière. Et en même temps, il n'y a pas plus fragile et il n'y a pas plus mortel. C'est-à-dire que l'hospitalité est un des secteurs les plus disruptés au monde. 40% des transactions sont déjà en ligne. J'ai eu la révolution des OTA, Booking, Expedia, du paiement en ligne, du private rental, Airbnb. Demain, ça va être le blockchain, la facial recognition, l'intelligence artificielle. Je suis bousculée en permanence. Et mon industrie fait face à 3 domaines. La consolidation, size matters. On est dans des recherches d'économie d'échelle. On est passé de 12 à 26 marques en 3 ans. On vient d'acheter 3 marques, ça ne s'arrête pas. La diversification, quand vous voyez les programmes de fidélité de Rakuten ou de Alibaba, on part du loyalty et en fait on l'étend à plein de services complexes, connect, où on met le client dans une forme de captivité inconsciente. Vous avez tous essayé de changer votre iPhone et quand vous l'avez remplacé, vous avez repris un iPhone. Eh oui, votre chargeur, votre playlist, les photos, le drive. Je comprends, je ne vous juge pas. Et puis vous êtes tous à jour de vos textos, mais moins de vos messages vocaux. J'ai pas fouillé dans votre portable. Ça s'appelle l'usage. Et l'usage, et la captivité, et l'habitude, et l'écosystème. Et donc je suis dans une logique de diversification et d'accélération. C'est-à-dire que je dois emmener mes équipes dans un sens de la survie sans les cramer, parce que je ne peux plus me permettre la temporalité d'une entreprise née il y a 50 ans. Et donc, entre consolidation, diversification et accélération, c'est une intelligence de survie, ou en tout cas, c'est une intelligence reptilienne de rythme, de capacité à aller plus vite, sans s'user, sans se brûler. Le troisième point de mon job, c'est la matricialité. Alors, pour faire court, quand on est CDO, on est en charge de toutes les fonctions support, hein, IT, data, vente, loyalty, guest, hôtel. Donc, je suis le service provider de tout le monde. Et donc, pour résumer ma fonction, quand tout va bien, c'est que le business délivre. Quand tout va mal, c'est ma faute. Le matriciel, c'est comme un virus, une très très mauvaise grippe. Soit le corps le prend et on en ressort plus fort, enfin pas une grippe, du coup plutôt un truc qui te vaccine après, tu vois, un truc genre grave, et dont tu te remets. Soit le corps n'est pas content, il te rejette. Et donc je pense que la maturité digitale d'une entreprise qui n'est pas née digitale se mesure à sa capacité à accueillir le matriciel. Moi. Pas que moi, mes 1500 équipes avec moi. Et donc ce qui est très intéressant dans le matriciel, c'est que tu n'as pas de PNL, tu n'es pas DG, tu n'es pas en mode « moi, il y a chef, mes succès, mes erreurs, moi ». Non, pas Napoléon. Le matriciel, c'est l'intelligence collective en permanence.
la matricialité permanente. Être constamment au service des autres, c'est gonflant, hein, franchement. Franchement, il y a plein de trucs que je préfère dans mon coin. Sauf que je suis un sachet de thé. Comme tout le monde doit se digitaliser, comme tout le monde doit se disrupter, je n'existe que dans ma propension à me diffuser et à être appropriée. Donc, je suis un sachet de thé. Je ne vous raconte pas l'effet que j'ai fait quand sur scène devant toutes mes équipes, j'ai dit « Vous êtes un sachet de thé ». Tea manager, tea bag. Tea pour transverse, matricialité, tea pour flavor, spread your flavor. C'est-à-dire, je n'existe pas en soi. Je n'existe que si je crée un environnement à température ambiante me permettant de me diffuser. Ce qui est franchement épuisant. 1, énormément de pédagogie. 2, tu passes ta vie à expliquer en acculturation des choses au terrain. Intelligence de l'autre, pédagogie, bienveillance, amour de l'autre. Hein. Et puis 3, humilité, parce que tu passes ta vie à te dire que tu réussis si tu disparais, que l'autre s'est approprié ton truc. Donc la matricialité, il faut le faire un peu. C'est très noble, ça crée une grandeur d'âme inégalée. C'est un peu fatigant, je pense qu'il faut alterner. Hein. Mais les entreprises doivent grandir en matricialité. Surtout la France, qui est un marché du travail, quand je compare aux autres, Raphaël, extrêmement siloté, cloisonné, hiérarchisé, avec le culte du chef, machin. Quand je suis arrivée, j'avais des N-8. T'imagines l'enfer. Des N-8 de mots de bailli, ça c'est une raison de suicide en soi. Last but not least, l'intelligence que je dois mobiliser. Là, je sors d'un séminaire à Barcelone où j'emmène mes équipes travailler sur l'agile, qui est un mot galvaudé, mais vous allez voir ce que c'est. J'essaie d'apprendre à mes équipes à désapprendre. Je ne sais pas ce que c'est comme intelligence, Raphaël, mais il doit y avoir une touche reset. Erwan, tu m'expliqueras, il y a un truc dans le cerveau, non? Pourquoi? Il faut que j'aille plus vite. Donc ça veut dire qu'il faut que je réduise mes circuits de décision. Il faut que je sois capable de tester plus vite en mode co-design. Donc ça veut dire que plutôt que d'aller tout de suite à la décision, il faut d'abord que je travaille la phase amont que vous évoquiez. La phase du ressenti, de l'intuition, de l'interprétation. Problème, décision, la France. Et puis, il faut que j'aille tester plus vite. Alors, on va faire un truc, j'ai l'idée. Dans 2 ans, 3 mois et 4 jours, je te livre la variation. En fait, on est tous morts. Hein. Le digital, c'est l'ère du keynésianisme accéléré. Et donc, pendant ces 2 jours, on a travaillé avec mes équipes à éprouver l'agile. Donc, on a fait des tests avec le marshmallow, là. Alors, c'est pas le test génial des enfants. C'est tu as des nouilles avec du scotch. Il faut monter le marshmallow le plus haut. Et tu regardes la dynamique de groupe. On a fait les balles où à 6, on essaie de faire tomber plein de balles dans un sac. Et après, on fait le même à 12 pour être agile. On a fait un radeau. Eh oui, je suis d'accord, on est très, très innovant. On a fait un radeau sur la plage. Enfin, hyper intéressant d'observer une dynamique agile. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on sait qu'intellectuellement, il faut tester vite. Mais on commence quand même à tester le radeau à 57 minutes pendant l'heure de réalisation du radeau. Oui, 57 minutes, c'est quand même assez tôt. Donc, il y a une de mes équipes qui a mis le radeau qui a flotté. La deuxième équipe a mis le radeau qui a coulé. Et dans la résolution de problèmes, là, on avait un gros sujet financier avec mes équipes. Pareil, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des réflexes et en fait, il faut qu'on apprenne à désapprendre pour justement rééduquer le cerveau, pour reprendre un chemin de décision différent. Donc, l'émotion, la survie, la matricialité et apprendre à désapprendre. Voilà. On est sur une typologie émotionnelle contextuelle. On a parlé de résilience. Voilà. Avec Erwan, on s'est dit qu'on pouvait très bien mettre l'agilité dans l'intelligence situationnelle ou contextuelle, et puis collective, évidemment. Tes équipes, bon, j'ai bien compris que tu fonctionnais en mode matriciel. Mais si tu avais vraiment le choix, de quelles intelligences te sens-tu pour créer l'équipe le plus proche? Alors, déjà, je suis convaincue qu'il faut s'entourer de gens différents de soi. C'est-à-dire, on est naturellement très attiré par les gens pareils, ça rassure, ça conforte. Franchement, ça fait économiser beaucoup de temps quand tu es fatigué. Mais je dois dire que le travail en physique, c'est quand ça frotte. Hein, et ben, je pense que la vie, c'est pareil. Donc, mes intelligences préférées, c'est les zèbres d'Erwan, c'est les intuitifs. En fait, je prends la plupart de mes décisions à l'intuition. Si mon chef savait ça, mais tu restes pas filmé. Hein. Donc, je suis énormément intuitive. Mais c'est une intuition que j'essaye de questionner quand même, je vous rassure. Mais quand même, comme je suis un peu rebelle, j'en dévie rarement. Et je pense que 80% de mes décisions, c'est de l'intuition. Puis après, bien sûr, il y a un peu de logique, de tableau Excel. Franchement, je sais documenter le truc. Hein. Mais après.
J'aime bien l'intelligence émotionnelle parce qu'elle est quand même pas toujours si répandue que ça, à certains niveaux, et ça donne un petit supplément d'âme qui met du baume au cœur quand tu es dans un matriciel. Et après, ce que j'aime, c'est mettre des gens très différents ensemble. Par exemple, en 1 an, j'ai totalement transformé mes équipes, et aujourd'hui, j'ai 50% d'hommes et de femmes, par conviction personnelle, mais aussi par efficacité. J'ai des juniors pop-up en talent qu'on dit « Moi, c'est sûr, ah non mais ça doit être un malentendu. » Je lui dis « Va vers ton risque, go, go, go. » Résultat, c'est une nana extraordinaire qui a l'agnac pour 40. Et puis j'ai Christine qui a 62 ans, qui a 3 ans de la retraite, que j'ai promue directrice des hôtels, qui m'a dit « Non, mais là aussi c'est un malentendu, je ne vais pas le faire. » Je lui ai dit « Si, tu vas le faire. » Et aujourd'hui, c'est une directrice des hôtels extraordinaire. Et comme on ne transforme jamais dans l'amnésie, Christine m'aide à transformer avec tout l'historique d'accord. Et pour vraiment transformer, à moins d'être un super start-upper from scratch, c'est pas trop moi, hein, dans une vie peut-être, il ne faut jamais transformer dans l'amnésie. Il faut transformer en sachant quel est notre héritage. C'est pas grave d'avoir un legacy. C'est le début pour transformer. Et puis j'ai des Français, bon français, et j'ai des étrangers. Hein. Donc je viens de recruter un Canadien-Italien avec un léger accent qui vient de Doha et qui nous oblige à faire un pas de deux intellectuel en permanence. Et j'ai un super patron des ventes qui, lui, est australien, moitié allemand, moitié japonais. Et quand tu mets ça ensemble, ben, en fait, Raphaël, cette intelligence-là, mélangée, qui t'oblige en fait à être constamment en pas de côté, c'est hyper rafraîchissant. Et en plus, je pense que même si je devais être cynique, je le fais par conviction éthique, mais même par cynisme, je le ferais, parce que c'est comme ça que ça dépote. Alors de tous ces leaders, de tous ces managers que tu décris, hein, qui sont de générations différentes, est-ce que tu vois des modélisations, des patterns, des intelligences qui sont peut-être plus en rapport avec d'anciennes générations et des nouvelles générations qui développent des intelligences différentes? Est-ce qu'il y a une règle qui peut s'édicter de ton expérience? Alors, mes jeunes à moi dans ma direction, j'appelle ça des ambassadeurs qui se sont auto-créés. C'est des gens qui sont au service, en plus de leur fonction dans mon département, qui sont au service du bien-être des autres, du mieux-être en fait. Donc, ils ont un budget, ils font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils créent quelque chose qui apporte un supplément. Et en fait, mes ambassadeurs, il y a des gens formidables, ils ont tous en commun d'être très libres. C'est-à-dire qu'ils s'affranchissent plus facilement des codes. Et ils portent beaucoup la bienveillance de manière peut-être utopique, mais pas tant que ça, parce qu'ils sont jeunes, mais assez. La vie s'est chargée de les rincer en termes de réalité. Et en fait, ils ne cherchent pas à essayer de ressembler à quelque chose. Et moi, ça me rassure beaucoup. Notamment, j'ai une petite Clarisse là, qui va devenir directrice de cabinet de mon patron de la fidélité. Je l'avais hier soir au téléphone, en rentrant de Barcelone, du séminaire Agile. Et je lui disais, c'est formidable, Clarisse, va vers ton risque. Et elle me disait, écoute, je ne sais pas si je vais y arriver, mais elle me disait, mais je l'ai dans mes tripes. Et donc, j'ai envie d'exercer cette liberté, je vais y aller. Et Clarisse, elle a 26 ans. Moi, mon directeur de cabinet, Maxime, il a 27 ans, il est très insolent. Ah oui, il est très insolent. Ils sont tous très insolents, en fait. Mais je me dis, pour vous avoir écouté, Gilles tout à l'heure, c'est ça, au début? Non, Philippe, pardon. Peut-être que l'insolence est un début de confiance. Et peut-être que quand on est en confiance, on peut libérer aussi sa créativité. Donc, je les trouve tous assez libres. Après, moi, la qualité première que j'attends de mes managers, c'est le courage. On ne parle pas beaucoup de... Je ne sais pas si c'est lié à un type d'intelligence, mais quand même, pour transformer, pour être des change agents, il faut être courageux. C'est comme l'agile, on trouve ça tous hyper sexy. C'est pas du tout sexy, l'agile. Hein. C'est hyper exigeant. On ne taille pas dans sa vie sans se couper. Hein. C'est René Char, ça. Il faut faire des choix, il faut prioriser. C'est un cadre avec des règles où tu es libre au milieu, mais un cadre, c'est le prix de l'agilité avec de la rigueur et autres. Et donc, c'est pareil pour tout. Donc, le courage est, je pense, la cheville ouvrière de la transformation. Et après, tu peux mettre plein d'intelligence autour, mais on ne transforme pas dans sa vie sans se couper. Merci Maud. Peut-être un fait marquant ou une petite histoire d'une intelligence qui t'aurait marqué. Tu nous as parlé un petit peu de tes équipes, du courage, une intelligence qui t'aurait inspiré ou...
J'avais en première, dans ma banlieue nord, une professeure de lettres que j'ai jamais retrouvée, qui s'appelait Madame Blackstone, qui avait des doigts très fins et qui sentait l'or bleu de Guerlain, qui a un parfum assez capiteux. Son mari était directeur de musée, je crois. Elle était toute petite, très menue, et elle articulait d'une manière parfaite, avec une diction posée. C'était ma professeure de littérature. Et un jour, elle nous rendait les copies, et elle m'a convoquée, et elle m'a dit... je crois que tu devrais aller en Hippocagne. Et je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré le soir toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit que j'avais fait une grosse connerie. Je ne sais pas ce que c'est Hippocagne, je pense que c'est une forme de bagne, etc. Et pour de vrai. Et je suis revenue le lendemain et je lui ai dit je ne comprends pas très bien, s'il faut corriger quelque chose. Et elle s'est assise, elle m'a dit voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller en Hippocagne, je t'ai expliqué ce que c'est. Tu te souviendras bien de cette conversation. Et puis quand tu auras réussi, parce que tu vas réussir, tu rendras à ton tour. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est l'intelligence de la transmission. Et alors, je me suis beaucoup plantée, moi. j'ai beaucoup raté. Et quand j'ai passé l'ENA la première fois, je crois que je l'ai raconté au prix, j'ai eu 6 la première fois parce que des gens m'ont dit « vas-y comme tu es ». Ben voilà, super, 6. Donc, je suis retournée, mais pas comme je suis. Enfin, j'ai un peu bossé le truc, quoi. Et je me suis jurée, si j'y arrivais, d'appliquer le conseil de Madame Blackstone, à savoir de développer une intelligence de partage. Enfin, on pourrait dire qu'il y a une intelligence de partage. On a l'air du collaboratif, du digital, on pourrait dire qu'il y a une intelligence du partage. Et donc, ça fait 10 ans que mon jardin secret, c'est pour ça que je veux que ça reste là, mon jardin secret, au-delà de tous mes jobs, chef de gare, Matignon ou CDO, matriciel Schmurt, là, mon vrai dada, c'est la transmission. Et je coach, je pense, une quinzaine de personnes en flux continu et qui se renouvellent en permanence, tout le temps. Et en fait, ça s'auto-alimente. Et j'appelle ça l'armée des petites lumières parce que la seule règle que je demande en termes d'intelligence, c'est qu'ils aient une intelligence du partage à leur tour. Je leur dis, je ne veux rien, je ne vous demande rien. Je vais vous coacher aux codes, les codes que je n'ai pas eus, mais qu'on finit par apprendre, parce que c'est ça le vrai pied de nez à l'injustice. Et si vous réussissez, je vous demande une chose, qui est un engagement moral absolu. Et si vous ne le faites pas, vous serez poursuivi dans vos rêves les plus fous jusqu'à la fin de votre vie. Je vous demande d'aider à votre tour. Et en fait, je crois que Madame Blackstone m'a marquée parce qu'elle a enclenché, je tiens aussi ça de ma mère, mais elle a enclenché cette forme d'intelligence. Tu sais, les dominos, Raphaël, là, t'appuies sur un truc, et puis t'as des gens complètement dingues qui font des machins, là. Et ben c'est pareil, je pense, comme le truc, là, ça va plutôt se casser la gueule, mais enfin, c'est plutôt cette viralité du partage. Ça m'a beaucoup marquée. Et j'essaye, en fait, d'encourager la transmission et c'est un peu le sachet de thé, quoi. Donc finalement, j'étais faite pour être CDO. Je suis un sachet. Un grand merci Maud, et on peut en effet en témoigner.